Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, votre étiquette principale, c'est surtout président du comité d'éthique, du comité national d'éthique des abattoirs. On est d'accord? Alors, bien-être animal. Alors déjà, bien-être animal, je pense qu'il vaut mieux parler de bien-traitance animale ou de protection animale, parce que le bien-être, c'est un état physique, et en plus, à l'abattoir, bien-être juste avant de mourir, c'est un petit peu compliqué. Donc, on parle plutôt de bien-traitance, parce qu'il y a aussi l'action de l'homme qui intervient, et ça, c'est très important. Et dans cette notion de bien-traitance animale ou de protection animale, il faut bien prendre en compte le fait que tout ça, ça doit être objectivé, et qu'il y a un lien très important avec la science sur la mise en place d'indicateurs de conscience, de souffrance, etc. Parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une absence de souffrance, de blessures, de stress, etc., avant donc la mise à mort de l'animal. Et ça concerne tous les lieux de l'abattoir, pas uniquement au moment de la mise à mort et de la saignée, mais également déjà le transport jusqu'à l'abattoir, et puis ensuite dans la bouverie, dans les couloirs qui amènent jusqu'au lieu d'abattage. Donc ça concerne vraiment tous les secteurs. Alors la réalité actuelle dans les abattoirs français? Alors la réalité actuelle, c'est que c'est une prise en compte qui a eu lieu déjà depuis un certain temps. La première loi sur la bientraitance en abattoir date de 1964. D'ailleurs, on l'appelait la bientraitance humanitaire. Le terme était un petit peu particulier. 1964. 64, oui. Ensuite, il y a eu un développement d'une réglementation, notamment au niveau européen, avec un règlement en 2009. Et puis, même au niveau mondial, il y a eu une prise de conscience avec des lignes directrices qui ont été adoptées par l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc on voit que tout ça est monté en puissance, bien sûr, sur la base des attentes sociétales. Et cette réglementation, elle existe. Il y a déjà, il faut rappeler quand même que l'abattoir est le seul lieu où il y a un contrôle continu. Il y a des vétérinaires en permanence dans les abattoirs. Un petit chiffre, sur les 4500 personnes qui travaillent dans les services vétérinaires. On a vu tout à l'heure le mot service vétérinaire. Donc ce sont tous les services du ministère de l'Agriculture qui agissent pour la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale. Et il y en a 1500 qui sont dans les abattoirs. Donc ça fait quand même un tiers des effectifs. C'est extrêmement important. Donc là, il y a eu la prise en compte par l'État, par les pouvoirs publics, mais aussi la prise en compte par les professionnels. Et ça s'est fait progressivement. Et ça a débouché notamment sur les référents protection animale qui ont été évoqués tout à l'heure, mais également sur des guides de bonnes pratiques. Oui. Et donc là vous avez un résumé, puisque vous avez juste quelques pages. Oui, le guide de bonnes pratiques fait 300 pages. 300 pages. Et donc il a été développé par différents partenaires, donc sous l'égide d'Interbev et de France Agrimaire. Et il a été reconnu par le ministère de l'Agriculture. Alors ça, c'est le guide bovin, mais il y a un guide ovin qui est en cours, il y a un guide porcin, un guide volaille, etc. Donc chaque espèce disposera de son guide de bonne pratique. Mais concrètement, dans les abattoirs en chiffres, ça marche, ça bien? Alors, il y a eu, suite aux vidéos qui ont diffusé la commission d'enquête parlementaire, il y a eu un bilan qui a été effectué par les services vétérinaires, et il s'avère qu'on considère qu'il y a à peu près 5% de défaillance ou de problèmes de bientraitance animale. Donc on peut dire que globalement, le bien-être, la bientraitance est bien gérée, mais qu'il reste encore des marges de progrès, et notamment des meilleures pratiques à mettre en place, notamment dans certains outils. On ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, c'est ces 5% qui posent problème. C'est ça, en fait, l'énergie, il faut la consacrer sur ces 5% qui posent problème, mais on peut y arriver si tout le monde s'y met. Alors, le comité national d'éthique que vous présidez, où en est-il? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, ce comité, il a été mis en place justement suite à cette commission d'enquête parlementaire, il y a maintenant 1 an. Et l'objectif est de mettre autour de la table tous les partenaires. Donc il y a 50 structures représentées, c'est notamment donc des professionnels, mais également l'administration, bien entendu, mais également les associations de protection animale et des associations de consommateurs. Alors, associations de protection animale, il faut faire quand même 2 catégories. On a pris dans ce comité que les associations qui participent au CNOPSAV, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les associations qui sont dans l'amélioration de la protection animale, mais qui ne sont pas dans l'abolition de l'élevage. Il n'y a pas L214. Il n'y a pas L214. En revanche... Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas discuter? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas discuter, mais on considère qu'ils ne sont pas dans une amélioration du dispositif, ils sont dans la disparition des abattoirs. Donc la discussion est quand même assez limitée. En revanche, on les a quand même rencontrés en bilatéral. Ils ne sont pas membres du comité, mais on les a rencontrés en bilatéral pour recueillir leur desiderata et voir comment on peut collaborer. Mais ils ne sont pas autour de la table. Et en tout cas, les organisations de protection animale qui sont autour de la table sont extrêmement constructives. Vos travaux, où est-ce que vous en êtes?
Alors l'objectif est de faire un rapport, mais surtout des recommandations. Et ces recommandations, elles vont normalement sortir fin décembre, début janvier. On est en train d'y travailler. On a d'ailleurs une prochaine réunion demain. Et souvent, les recommandations dans des rapports, on trouve 60, 70 recommandations. C'est trop. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait 10 recommandations clés, qui soient vraiment des recommandations très opérationnelles. Alors je ne peux pas vous en... Mais de toute façon, on ne les a pas encore finalisées, hein, donc c'est encore de construction. Donc je sais que vous voulez toujours des scoops, mais vous n'aurez pas de scoops. Il n'y en aura pas 350. Non, tout ce que je peux dire, c'est qu'on travaille sur 4 axes. Ah. Le premier axe, c'est déjà la cartographie des abattoirs, parce qu'on n'a pas encore une vision très complète, très consolidée de la cartographie de tous les abattoirs, et notamment de la production, la part de l'abattage rituel, etc., le maillage des abattoirs également, et l'aménagement des abattoirs, c'est un sujet aussi important. Le deuxième point, c'est la réglementation, on l'a vu, et puis l'application des règles, des guides de bonne pratique, voir comment améliorer ça, parce que l'objectif, c'est pas de faire encore des textes réglementaires, il y en a déjà suffisamment. D'ailleurs, la réglementation européenne en matière de bien-être animal est la plus évoluée dans le monde, donc c'est pas la peine non plus d'en rajouter une couche. On a déjà les outils qu'il faut. Après, il faut pouvoir respecter ces textes, et puis assurer le suivi, et puis mettre en place les sanctions qu'il faut. D'ailleurs, dans la loi Egalim qui a été évoquée, il y a eu un renforcement des sanctions qui a été voté. Vous parlerez de formation aussi ? Le troisième point, c'est la formation. Vous voyez, vous avez participé au comité, non ? Le troisième point, c'est la formation et l'acquisition des compétences. Alors, pas uniquement la formation des agents qui sont dans les abattoirs, mais également des sacrificateurs, parce qu'il y a le sujet aussi de l'abattage rituel. Et on a autour de la table aussi des représentants des cultes qui sont aussi très constructifs et qui veulent évoluer aussi en matière de bientraitance animale. Et le dernier point, ça vient d'être évoqué par François Cassignol, c'est l'aspect communication, et ça c'est vraiment fondamental. Alors communication et information du consommateur. Alors, il y a des débats, est-ce qu'on doit mettre un étiquetage sur le mode d'abattage ? On ne va certainement pas arriver jusqu'à cette conclusion. Il vaut mieux prévoir par exemple une labellisation, comme on l'a vu sur le film tout à l'heure, une labellisation qui prenne en compte toute la chaîne, et le respect en fait de l'animal depuis la production jusqu'à sa mise en mort. Donc une sorte de label un peu, je crois qu'il va y avoir une intervention de Tierwohl tout à l'heure, comme ce qui se fait en Allemagne, ou Beter Leven aux Pays-Bas. Donc je pense qu'on va plutôt s'acheminer. Et donc ce processus comprend l'abattage, mais ne focalise pas sur l'abattage. Et puis je crois qu'il y a aussi un changement de conception à avoir, c'est que la réglementation qui concerne les abattoirs et puis le contrôle qui est effectué par les services de l'État a été focalisé depuis le début sur l'hygiène, et ça c'est très important, puisque vous l'avez vu d'ailleurs avec Escherichia coli, etc., la sécurité sanitaire des aliments, c'est très important. Mais ça a été mis en œuvre, c'est actuellement bien maîtrisé, ça a marché, donc notamment avec le paquet hygiène de 2004, et là il faudrait peut-être qu'on fasse, alors paquet c'est pas très joli, mais un paquet bien-être animal, c'est-à-dire que maintenant la préoccupation, ça doit être le bien-être animal, et de la même manière que dans les abattoirs, on a mis en place des cercles qualité, pour la qualité hygiénique, notamment, avec tous les partenaires au niveau de l'abattoir. Il faudrait qu'on puisse mettre en place des sortes de cercles de protection animale, avec tous les partenaires également, et qu'on intègre pas uniquement le bien-être animal, mais également le bien-être des personnes qui travaillent dans les abattoirs, parce que ça, c'est extrêmement lié. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire un lien entre le bien-être animal et tout ce qui concerne les employés des abattoirs, également ceux des services de l'État. Ce qui s'est fait donc pour l'hygiène ou la qualité, on le refasse et qui a marché, on le refasse pour le bien-être. Perspective d'avenir ? Pardon ? Perspective d'avenir ? Alors, perspective d'avenir, je crois qu'il faut qu'on mette en place, mais ça c'est à vous d'en discuter bien entendu, mais le chantier de l'abattoir du futur, parce que la société évolue, les modes de production évoluent, et il y a un point aussi je vous ai parlé de 4 axes, mais un sujet très important, c'est la recherche. Et notamment dans un partenariat public-privé avec l'INRA par exemple, qui fait pas mal de travaux là-dessus, mais aussi d'autres structures, voir comment améliorer le dispositif.
voir s'il y a de la recherche ou de l'innovation à faire en matière d'étourdissement aussi, hein. Et puis sur l'aménagement des abattoirs. Et peut-être que le grand plan d'investissement va permettre aussi de revoir l'aménagement des abattoirs. Et donc je crois qu'il y a vraiment une réflexion sur l'innovation et sur ce que va être l'abattoir du futur, qui doit répondre le plus possible aux attentes des consommateurs, parce qu'il en va de l'enjeu de la survie de la filière. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Monsieur le Président du Comité national d'éthique des abattoirs.